Merci. Et on continue, mesdames et messieurs, avec le deuxième panel du jour. Mais avant même d'avoir le panel qui réunira des membres du secteur financier, et on va avoir une présentation de Monsieur Jean-Armand Mondélis et autour de la résilience financière. Monsieur Jean-Armand Mondélis nous présentera aujourd'hui les mesures concrètes prises par la Banque de la République d'Haïti pour bâtir un financement capable de résister aux chocs et de soutenir durablement l'innovation, y compris dans les contextes de crise. Jean-Armand Mondélis est ingénieur agronome, diplômé de l'Université d'État d'Haïti en 1998. Il a poursuivi des études en Business Administration à l'Université Rochester, Simon School of Business, et à New York, où il a obtenu en juin 2002 un MBA avec des spécialisations en finances corporatives, stratégie organisationnelle, politique publique et environnement. En 2016, après avoir satisfait à l'ensemble des exigences académiques et professionnelles du Chartered Financial Analyst Institute, M. Mondélis a été autorisé à porter le titre de CFA Charterholder. Il a intégré la Banque de la République d'Haïti en janvier 2003 au sein de la direction de la supervision des banques et des institutions financières. En qualité bien sûr d'analyste financier et de contrôleur bancaire sur pièce. Promu à différents niveaux de responsabilité au fil des années et membre de plusieurs comités techniques au sein de la BRH, il a contribué activement à la conception et à la mise en œuvre de divers programmes et projets à portée réglementaire économique. Et M. Mondélis est avec nous aujourd'hui. Il va nous présenter, la présentation est déjà disponible, il va nous faire une présentation autour du thème « Construire un cadre de financement résilient ». Merci de votre attention et à tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un réel plaisir pour moi aujourd'hui de participer à cet événement pour partager avec vous quelques mesures prises par la BRH pour contribuer à la construction d'un système de financement résilient et aussi contribuer à la digitalisation des transactions au niveau du système financier. Donc, ce que je vais vous présenter plus spécifiquement, c'est dans le contexte global, notre écosystème de financement et quelles sont les contraintes ou encore les freins, les menaces face à tout ce qui s'est passé au cours de ces dernières années. Quelles ont été les mesures prises, quels ont été je pourrais dire, les impacts pour permettre à notre système de financement de continuer à desservir l'ensemble des acteurs. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'experts en finance au niveau de la salle, mais je vais commencer pour les étudiants qui sont là, particulièrement, par présenter d'une façon simplifiée ce que l'on entend par un écosystème de financement pour pouvoir comprendre tout ce qui va être dit par après. Ici, on va commencer par vous dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui constituent l'écosystème dans un environnement global donné. Mais à la base, on a les institutions publiques, des institutions internationales qui travaillent au niveau des normalisations, parce qu'il y a des normes, des standards à respecter par la profession de la finance, quelle que soit la juridiction. Donc, on travaille sur la base de ces normes-là. Il y a aussi les universités, les écoles de commerce ou les écoles d'administration et de gestion qui forment les stocks de capital humain pour pouvoir aider à faire fonctionner cet écosystème. Et de cette base-là, il y a vraiment l'élément, je pourrais dire, infrastructurel, qui est le cadre légal. Donc, il faut qu'il y ait des lois
Il y a aussi la réglementation, la supervision pour nous assurer que tout s'est fait selon les normes, selon le respect de la loi. Et il y a aussi les infrastructures des marchés, les infrastructures des systèmes de paiement, il faut qu'il y ait tout ça. Et c'est en construisant sur ces infrastructures-là qu'on doit apporter la confiance au niveau des acteurs, puisque toute la finance est reposée sur la confiance. Donc, il faut qu'on ait ces infrastructures pour assurer la confiance et aussi pour donner aux utilisateurs de produits et services financiers le sentiment qu'ils sont protégés en utilisant les services et produits offerts, et aussi pour assurer qu'il y ait une certaine stabilité tout en améliorant l'efficience de ce que l'on fait, l'efficience du système de paiement, l'efficience du financement, etc., etc. Donc, sur cette base-là, l'ensemble des acteurs vont interagir pour apporter les services et les produits à la clientèle. Quand on parle d'acteurs, on voit les établissements financiers plus particulièrement. Et parlant d'établissements financiers, pour faire véhiculer l'argent vers les sources d'utilisation, donc il y a aussi, je pourrais dire, 3 grands compartiments. Il y a l'intermédiation indirecte. J'ai de l'argent, j'apporte l'argent à une institution, l'institution utilise l'argent pour financer les activités, les projets de l'économie. Intermédiation indirecte. Mais aussi, il y a une autre façon de financer, l'intermédiation directe. Je n'ai pas besoin d'aller déposer mon argent dans une institution financière. Donc, avec l'accompagnement d'un professionnel, qui peut être une institution financière, je peux directement participer dans le financement de certains projets. Okay, c'est le financement direct. Donc, des entreprises qui veulent lever des fonds et mettre des titres obligataires, je donne mon argent à l'entreprise et je participe aux revenus de l'entreprise. Ça, c'est une autre façon de financer. Mais il y a aussi, ça c'est le financement direct, on peut aussi trouver d'autres acteurs qui interviennent directement. J'ai de l'argent, je peux constituer un groupe d'acteurs qui ont beaucoup d'argent et je vois des opportunités dans des secteurs. Nous allons directement vers ces entrepreneurs-là, donc on finance. Donc là, on prend directement des risques, donc c'est des capital risques pour pouvoir aider les entrepreneurs qui vont commencer. Donc, c'est tout ceci pour vous dire, quand on parle de financement, il n'y a pas que les crédits, okay? Il y a les crédits, certes, mais c'est pour une catégorie bien déterminée, mais il y a aussi d'autres façons de financer si vous allez commencer. Donc, dans cet environnement-là, établissement d'intermédiation ou bien des financements indirects, établissement de financement direct, les venture capitalistes, financement alternatif, etc. Il y a aussi des fois où l'État intervient à travers des aides, des subventions pour aider certains acteurs. Aussi, ça fait partie de l'écosystème. Et dans cet écosystème aussi, vous allez trouver d'autres services professionnels, services d'audit, assurance, garantie pour aider à mitiger les risques, etc. La technologie qui est très importante et aussi des services conseils. Voilà l'écosystème, okay, dans un environnement global qui a des contraintes, qui a aussi des menaces, okay, qui pèsent lourd sur le fonctionnement de cet écosystème. Donc, c'est dans cet écosystème-là, dans notre environnement en Haïti, à nous, que je vais vous présenter ce que la BRH a pu faire, étant donné les contraintes spécifiques auxquelles nous sommes exposés. Prochain. Maintenant, quand on parle de cadre de financement résilient, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, on parle de résilience du système financier. C'est quand il y a des chocs, bien des menaces, ou encore des contraintes, des freins. Donc, le système arrive à fonctionner, à offrir normalement les services et produits financiers à la clientèle. Et malgré ces chocs, malgré ces menaces,
on trouve quand même des moyens à résister à ces chocs-là pour continuer à offrir, pour continuer à desservir la clientèle. Et la résilience du système aussi, ce n'est pas une donnée, c'est quelque chose de dynamique, puisqu'il y a toujours des chocs, il y a toujours des problèmes qui arrivent, il y a toujours des freins à lever. Donc ça se construit dans le temps. Et aussi, c'est avec la collaboration de tous les acteurs dont on vient de parler là, la collaboration de ces acteurs-là pour pouvoir construire cette résilience. Prochain. Et maintenant, là, je vous présente la composition de notre système financier régulé par la BRH. Donc, on a diverses catégories d'institutions. Donc, vous allez voir, est-ce que ça tombe bien donc, au niveau de l'écosystème standard que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, on voit qu'on a différentes catégories d'institutions. On a les banques, établissements d'intermédiation, c'est-à-dire on fait des dépôts, la banque va financer de l'autre côté. On a des sociétés financières de développement. Ça fait aussi de l'intermédiation indirecte, mais pas vraiment à partir des dépôts. Ces institutions-là se financent autrement. Il y a les coopératives d'épargne et de crédit encore dans les domaines du crédit. On a des institutions de microfinance, maintenant qui sont régulées par la BRH et qui sont autorisées à prendre des dépôts pour pouvoir financer particulièrement les MPE. Et il y a des sociétés de crédit bail encore dans les crédits. On a une société de promotion d'investissement qui intervient dans les domaines de la finance directe. Donc, pas de dépôt, mais cette catégorie d'institutions peut accompagner les entreprises à lever des fonds dans les publics pour investir dans les projets. Et il y a les sociétés de cartes de crédit et d'autres sociétés financières qui ne font pas du financement direct, mais qui font partie de notre écosystème. Et vous pouvez voir aussi que c'est un système financier qui est dominé par les banques. Si l'on considère les bilans de l'ensemble de ces institutions-là, on voit que 90% de l'actif de ce système, c'est les banques. Donc c'est pourquoi on va avoir un focus particulier sur les banques dans le cadre de ce que l'on va faire, mais avec les autres institutions aussi. Prochain slide. Si l'on regarde ce que l'on vient de présenter là en tant qu'établissement dans les systèmes financiers, on voit qu'il y a une seule société qui intervient dans la finance directe. Ça a des implications, puisque cette société-là permet de mobiliser des fonds à long terme pour financer des projets. Une seule société. Et le système est dominé par les banques, qui est financé à 80% par des dépôts, qui sont des ressources majoritairement à court terme. Donc, aussi, on constate qu'il y a un faible taux d'intermédiation quand on prend le volume de crédits rapportés aux dépôts collectés. C'est autour de 25% en juin 2025. Et aussi, on peut comprendre qu'il y a des freins structurels au crédit à la production et à l'investissement de long terme. Parce qu'il y a un petit problème, le système bancaire est majoritairement financé par des dépôts. Or, s'il y a des besoins de long terme à financer, donc il y a un certain équilibre qu'on doit garder. Là, il y a un gap. Et il y a aussi un manque d'outils de mitigation des risques. Donc, on n'a pas vraiment parlé d'institutions de garantie pour les institutions financières. Bon, pour les assurances, c'est autre chose. Donc, ce qui fait qu'au niveau de notre écosystème, on a tendance, particulièrement pour les crédits, à financer des activités à faible valeur ajoutée pour l'économie, mais à forte marge, donc pour pouvoir garantir un certain niveau de rentabilité, puisque financer à long terme dans cet environnement, il y a beaucoup de risques, donc il y a un moyen de mitiger ces risques-là. Et aussi, l'élément le plus important, on peut constater qu'il y a une faible capacité de notre système à pourvoir aux besoins des capitaux, c'est-à-dire financement à long terme, au niveau de notre économie.
Donc, il y a un déficit de financement des secteurs productifs, ok? Déficit de financement de long terme. Donc, aussi, il y a un besoin de promouvoir un cadre réglementaire qui favorise l'innovation et la concurrence. Donc, sur cette base, prochain slide, s'il vous plaît. Sur cette base, on va voir tout un ensemble de mesures prises par la BRH pour essayer de réduire un peu l'effet des freins structurels, renforcer la réglementation et établir des infrastructures de base pour moderniser, bien approfondir les marchés financiers et moderniser les systèmes de paiement et aussi, en situation de crise, permettre une certaine flexibilité donc, au système pour pouvoir faire face au choc. Prochain slide. Voilà. En premier lieu, on va parler des mécanismes financiers de facilitation du crédit en support à l'investissement, à la production et à la croissance, puisqu'on venait de voir qu'il y a un problème de financement à long terme. Donc, la BRH a pris des mesures pour essayer de contribuer à réduire l'effet négatif de cet aspect-là au niveau du système. Donc, c'est d'aider les systèmes ou bien encore à satisfaire des besoins de financement de long terme pour des secteurs bien déterminés. Donc là, on va vous présenter l'ensemble des programmes, les secteurs ciblés. À partir de 2011, et surtout après les tremblements de terre, donc on réfléchissait sur la façon de reconstruire. Donc c'est pourquoi on a commencé avec un programme sur les logements. Donc comme vous savez que les logements, c'est un financement à long terme. Donc pour apporter un support à ces secteurs, donc on était venu avec des mesures, premièrement des mesures qui concernent des réserves obligatoires, c'est-à-dire quand on collecte des dépôts, selon la réglementation, il y a une bonne partie de ces dépôts-là qu'on ne peut pas utiliser pour financer des activités. Donc, on a exempté toutes les ressources utilisées pour financer les logements. Donc, on permet aux banques d'utiliser toutes les ressources collectées pour financer les logements à des taux d'intérêt faibles, 10%, et qui doit être révisé après 10 ans. Donc, ça doit soulager les coûts en termes de taux d'intérêt pour la clientèle et aussi permettre aux institutions financières de trouver du financement à long terme auprès de la BRH pour les secteurs logement. Et on a progressé aussi, on a dit, mais on ne peut pas faire avancer les logements en finançant de façon individuelle des maisons. On dit aussi, si on a des programmes pour encourager des promoteurs, c'est-à-dire vraiment des développeurs des projets immobiliers, donc ça peut faciliter la construction à grande échelle. Donc on était venu avec les programmes de financement des projets de développement immobilier qui offrent aussi une facilité à des taux d'intérêt vraiment bas sur une période de temps donnée pour permettre à ces promoteurs de construire et aussi permettre aux ménages d'acheter des maisons dans le cadre de ces projets-là avec les 10% révisables pendant 10 ans, avec des facilités de financement pour les banques aussi de refinancer ces acteurs. Prochain slide. Ça, c'était pour les secteurs logement. Et on a constaté aussi que les logements coûtent cher. Ce qu'offrent les banques ne correspond pas effectivement aux bourses, et particulièrement pour ceux qui vont avoir leur premier logement. Donc, on est venu avec un autre programme qu'on appelle 10-10-20, c'est-à-dire qu'on va réduire les down payments, c'est-à-dire quand on va acheter une maison, généralement, on exige 30% down, c'est élevé. Donc, on va faire en sorte que c'est 10% down payment et aussi, on va financer au taux d'intérêt de 10% pendant 20 ans. Et tout cela, c'est fait en collaboration avec les banques. Et à l'intérieur de ce programme-là, on va garder toujours les 10% des taux d'intérêt et aussi la maturité des 20 ans. Mais on met un cap sur le prix du logement qu'on va financer. $150 000 maximum. On peut aller à 60, 75, etc. Et au niveau de ces programmes, il y a un aspect garanti, juste pour inciter les banques à participer à ces programmes. Cet aspect garanti va aider aussi la banque à mitiger les risques de crédit, les risques de contrepartie.
Prochain slide. Il y avait aussi le programme des zones franches industrielles. Et on est venu avec ce programme qui demande aussi du financement à long terme. C'est pour augmenter la capacité d'accueil du pays, donc à recevoir des investisseurs qui vont venir particulièrement investir dans les secteurs textiles. Donc il y a du financement à taux préférentiel pour tous les entrepreneurs qui voudraient construire des zones franches pour accueillir des investisseurs étrangers dans les domaines du textile. Aussi, on avait des programmes pour inciter les entrepreneurs dans les domaines de l'exportation, soit pour augmenter leur capacité de production pour exporter beaucoup plus, ou encore pour financer leur fonds de roulement. Quand on exporte, ça prend du temps avant d'être payé. Et pendant ce temps-là, donc on a besoin de liquidité. Donc on était venu avec un programme pour financer les fonds de roulement. Donc à des taux préférentiels pour ces entrepreneurs. Prochain slide. Aussi, dans les domaines du tourisme, on avait des programmes aussi pour réduire les coûts de financement. On avait commencé avec l'hôtellerie et finalement, on va voir en dernier lieu, on vient d'adopter d'autres mesures qui permettent à tous les sous-secteurs du tourisme de bénéficier des facilités de financement de la BRH. Aussi, on avait des programmes concernant l'agriculture, deux façons, ou bien à partir d'exemption des réserves obligatoires, ou bien à partir de refinancement auprès de la BRH. Prochain slide. À travers une circulaire qui est la circulaire 113, où il y a du financement disponible auprès de la BRH pour toute la chaîne de valeur au niveau de l'agriculture. Services, production, transformation, etc. Donc, à partir de cette circulaire, en collaboration avec toutes les institutions financières, les banques, les sociétés financières de développement et autres, il y a du financement disponible à taux préférentiel. Selon que l'on utilise une banque, le taux peut être à 6%, ou encore des sociétés financières de développement, le taux peut être à 12%, etc., pour financer les projets dans la chaîne des valeurs de l'agriculture. Prochain slide. On avance. Aussi, dans les domaines du crédit, mais cette fois-ci dans les crédits bail, donc on a une seule société de crédit bail, on a aussi signé un protocole d'accord avec cette société pour faire la promotion du crédit bail qui a des avantages pour les jeunes professionnels qui n'ont pas les moyens d'acheter vraiment des équipements, mais cette institution peut acheter les équipements, les louer à ces professionnels-là pour pouvoir effectuer leurs activités. Et dans les domaines de l'agriculture, agro-industrie, santé et construction, donc, on avait un protocole d'accord avec la seule société de crédit bail qu'on a dans ces domaines aussi. Prochain slide. Voilà la circulaire 130 pour les secteurs touristiques, où il y a des fenêtres de liquidité auprès de la BRH qui peut aller jusqu'à 4 millions de dollars par entreprise dans l'hôtellerie, et pour les autres sous-secteurs, qui peut aller jusqu'à 2 millions de dollars pour le refinancement de ces acteurs-là à des taux vraiment préférentiels. Et ceci, c'est au niveau de tous les établissements d'intermédiation financière qu'on peut trouver et ce genre de programme. Prochain slide. Aussi, la BRH a pris des mesures pour booster l'entrepreneuriat. On va présenter tout à l'heure Booster PME, mais on est déjà à la au troisième projet dans ce sens où l'on a subventionné, sélectionné des entrepreneurs, leur donner une assistance technique à travers des firmes spécialisées, formaliser ces institutions, c'est-à-dire leur permettre d'être intégrés au niveau du système financier et ensuite leur donner un support financier pour pouvoir lancer ou encore agrandir leurs opérations. Prochain slide. Et au niveau réglementation infrastructure, on a aussi pris des mesures pour renforcer la résilience du système. Il y a, comme on venait de voir, qu'il n'y a pas vraiment un marché financier qui permette aux entreprises de lever des fonds. Il y a une seule entreprise. On a pris la circulaire 120 pour réglementer cette façon de lever des fonds. Donc, on n'est pas obligé d'aller dans une banque
pour trouver des fonds pour financer les opérations. Donc maintenant, il y a une circulaire, quand même, il y a une institution qui peut vous accompagner. Et aussi, on a changé des modèles pour les fintech des paiements. Et on permet à partir de la circulaire 121 à des sociétés de devenir des institutions financières à part entière dans les domaines des paiements mobiles. Donc c'est la circulaire sur les fournisseurs des services de paiement mobiles. Donc pour apporter un peu de concurrence et faciliter l'innovation dans les domaines des paiements. Et aussi avec les institutions de microfinance, on est en train de mettre en place un cadre de régulation pour renforcer le fonctionnement de ces institutions-là, pour pouvoir desservir mieux les micro et les petites entreprises. Sur le plan réglementaire, autre slide. On a pris aussi d'autres initiatives, par exemple la mise en œuvre du bureau d'information sur les crédits, où toutes les institutions financières doivent fournir des informations sur la clientèle en termes de crédits pour pouvoir monitorer la qualité des crédits aussi et les niveaux de surendettement. Et ça aide aussi à la prise de décision quand on analyse les risques. On a aussi renforcé notre système de supervision en utilisant un logiciel de supervision pour améliorer l'efficience. Et en termes d'interopérabilité, il y a le projet PRONAP, qui est un processeur de paiement, un processeur national de paiement, qui est une plateforme qui doit permettre à l'ensemble des fintech, banques et autres d'être en réseau pour permettre l'interopérabilité des transactions et faciliter les services de paiement et des transferts d'argent pour la clientèle. Et en dernier lieu, je peux dire, pour les marchés financiers, on est en train de mettre aussi des infrastructures en place avec l'acquisition d'un dépositaire central de titres. C'est une plateforme qui doit permettre de centraliser tout ce qui s'est fait en termes de levée des fonds, la finance directe, pour pouvoir conserver, enregistrer et faciliter ce qu'on appelle livraison règlement. Donc, pour cet aspect-là du marché, bon, c'est un petit peu technique, mais sans cette infrastructure-là, on ne peut pas vraiment faire avancer les marchés de financement direct. Et en situation de crise aussi, on a pris des mesures, par exemple depuis Covid, qui a impacté fortement la clientèle et autres, et aussi avec la situation de sécurité qui impacte négativement l'ensemble des entreprises. La BRH a aussi pris des mesures pour permettre au système de tenir bon et aussi à la clientèle de soulager leur trésorerie. Donc ça permet de garder les relations client-banque, client-institution financière, en soulageant la trésorerie de la clientèle. C'est-à-dire on donne des moratoires qui permettent pendant un temps donné de ne payer que des intérêts. On met un stop sur les remboursements du capital, donc pendant un temps donné. Et aussi, ça permet aux banques, à travers des restructurations des crédits qu'on permet, de baisser un peu les charges de provision pour soulager leurs résultats. Et je pourrais dire comme dernière mesure, étant donné qu'on est aussi frappé en termes de capital humain, surtout sur le plan technologique, donc la BRH a mis en place un programme de formation avec des universités pour former des professionnels dans les domaines de la technologie et intelligence artificielle. Voilà, l'ensemble de ces mesures-là concourent à permettre au système de rester debout. Et donc on peut constater tout ça dans les statistiques publiées par la BRH, même si ça va mal, on voit que le système financier continue à desservir la population, même en situation difficile. C'est très difficile de lever un jour ouvré et de ne pas trouver une institution financière ouverte pour desservir la population. Et malgré la contraction aussi des portefeuilles, tout ce qui arrive à l'ensemble des entreprises desservies par les banques, donc les mesures de la BRH permettent à beaucoup de ces entreprises-là de continuer à fonctionner. Donc c'est ce qu'on appelle en quelque sorte un peu la résilience du système.